Color by Pink Sofa. Aujourd'hui, nous allons voir comment un souvenir inconscient devient un mécanisme qui régit toute la vie et qui va conditionner la réussite. Comment, à 5 ans, on programme sa vie autour d'un secret. Comment, du talent, on peut passer au sabotage pro, personnel. Comment on peut détruire sa crédibilité. Comment on peut complètement se nuire vis-à-vis de ses employés, tout en adorant ce qu'on fait. Aujourd'hui, nous allons découvrir que les émotions vécues par les enfants, même de manière inconsciente, ont un impact colossal sur notre comportement d'adulte, même quand on n'en a jamais parlé, quand il n'a jamais été vraiment un sujet identifié dans la famille, et quand personne n'est jamais revenu dessus. Malgré tout, quand il s'agit d'une émotion forte, elle est écrite dans notre épigénétique et elle va devenir un programme, exactement comme si nous en avions eu conscience. Benoît a 50 ans quand je le rencontre. Il a un métier passionnant et extrêmement créatif. Il fabrique des stands pour des salons. Il fabrique des plateaux télé et il me parle avec passion des différents plateaux télé, notamment pour les débats télévisés qu'il a construits, des demandes de lumière, de distance, de l'impact psychologique, des couleurs, de la forme. Il produit également, il crée des boutiques éphémères, notamment pour le luxe, pour présenter des bijoux. Il crée avec son entreprise aussi des décors de théâtre, ou de parcs d'attractions très très connus, si vous voyez ce que je veux dire. Tout ça de manière très qualitative et très reconnue depuis 12 ans. Il a une équipe pluridisciplinaire d'électriciens, de menuisiers, de plaquistes, de peintres, évidemment des artistes, créateurs, et puis un service qui équipe et qui installe tout ça sur place. Il a un service commercial et tout un réseau relationnel intéressant. Et il vient me voir parce qu'il est confronté pour la première fois à des difficultés financières, alors qu'il est réputé fiable et qu'il est extrêmement reconnu depuis 12 ans, qu'il a progressivement monté son activité et finalement devenu le leader, le gars fiable, celui à qui on peut confier un projet important, un projet d'enjeu, et son argent, évidemment, et puis une attente d'excellence. Et puis finalement, il se retrouve face à des difficultés financières, pas dues à la crise. Il me dit, c'est moi, c'est mon comportement, je me sabote. Le matin, j'arrive à l'usine avec 1h30 de retard, j'arrive pas à partir de chez moi. Alors mes ouvriers me voient traverser l'atelier avec 1h30 de retard et j'ai honte. Je m'intéresse à ce que chacun fait, mais personne n'est dupe. Et puis si j'avais rendez-vous avec un client, c'est un de mes collaborateurs qui l'a pris en charge parce qu'en plus, je ne l'ai pas prévenu. Donc je me retrouve à ne pas réussir à partir. Le matin, je me lève tôt, je me lève bien à l'heure, il n'y a pas de problème. Et puis je reste chez moi. Je procrastine, sans vraiment trop savoir pourquoi. J'ai mon planning, je sais que j'ai rendez-vous. Je sais que je vais prendre la voiture, faire 20 minutes de route et arriver à l'usine. J'adore mon boulot. J'aime mes collaborateurs, j'aime les dossiers. J'aime la vie que je permets à ma famille avec ce travail. Tout me plaît. Donc je ne comprends pas ce que je fous tous les matins à finalement partir en retard, arriver en retard. Je bois un café et puis j'en rebois un autre. Je change l'ampoule que ma femme m'a demandé de changer depuis 1 mois et demi. Je me mets à faire les papiers. Finalement, je suis tellement en retard que j'emmène ma fille à l'école. Et puis, je passe chez le dentiste, où je me cale un petit rendez-vous, où je croise un copain. Et ça devient une catastrophe. Mon boulot, je l'aime. Hein. Je n'ai aucune difficulté avec personne. Simplement, là, ça devient catastrophique. Je suis ridicule, hein. Quand j'arrive parfois, j'essaye de faire profil bas, mais comme pour rejoindre mon bureau qui est au premier étage de l'atelier, je dois traverser tout l'atelier, forcément les gars me voient. Je vois bien les regards de ceux qui me jugent,
qui se disent que je glandouille, je me crève pas la paillasse, mais il y a surtout ceux qui sont obligés de prendre en charge mon client qui est arrivé bien avant moi. Évidemment, nous n'allons pas pouvoir laisser Benoît dans cette situation qui le pénalise autant, dont il souffre et dont il a honte. Nous allons donc aller chercher ce qui, dans son épigénétique, dans son histoire, bloque ou contrarie sa réussite et l'amène à se saboter. Lorsque nous retraçons ensemble l'histoire de Benoît, j'apprends qu'il est fils unique et qu'il a été désiré par ses 2 parents. Son papa est rugbyman du Gers, un homme solide, costaud, et sa maman est une jolie jeune femme blonde qui travaille. Et puis, rapidement, il me dit « Mais j'ai très peu de souvenirs de mon père parce qu'il est décédé dans mon enfance. » Ah. Un jour, ma tante est venue me chercher à l'école, la sœur de ma mère. Et elle avait 2 filles, mes cousines, et on s'entendait trop bien, on rigolait ensemble. Et ce jour-là, elle est venue me récupérer à l'école en même temps qu'elle prenait mes cousines. On était scolarisés au même endroit. Et j'ai passé plusieurs jours avec elle, comme si c'était des vacances. Moi, j'ai trouvé ça plutôt rigolo et sympa. Et j'en ai un super bon souvenir. Mais pendant cette période, j'ai appris bien plus tard qu'il s'était passé beaucoup de choses. Après cette semaine de pseudo-vacances avec ma tante et mes cousines, je suis rentrée à la maison. Avec maman, chez mes parents. Et puis, papa n'est pas rentré ce soir-là, ni le soir suivant, ni les autres jours de la semaine. Et j'ai commencé à m'inquiéter, sans rien demander. Dans ma chambre, il y avait un coffre à jouets. De ces gros coffres métalliques, un peu genre mâle militaire. Et je le poussais le soir, l'après-midi en rentrant de l'école, contre le mur, sous la fenêtre. Je grimpais dessus et je regardais par la fenêtre en attente de voir arriver la voiture de papa. Je connaissais très très bien sa grosse voiture et je l'attendais. Nous habitions en immeuble et depuis l'étage où nous étions, je voyais parfaitement le parking. Mais vous l'aurez compris, la voiture de papa n'est jamais revenue. Et maman, qui semblait un peu triste, dans une forme de monotonie, ne me parlait pas de lui. Je la regardais un peu du coin de l'œil, sans vraiment comprendre la situation et sans oser lui poser aucune question. Je voyais bien ce sourire où il manquait un éclat de joie, sa tendresse envers moi, où régnait aussi une part de peine, et pour ne pas aggraver sa peine, je ne voulais pas la questionner. Je crois que pas une fois je n'ai dit « Mais il est où, papa? Il est où quand est-ce qu'il revient ?» J'ai attendu désespérément sa voiture et poussé mon coffre sous cette fenêtre un nombre incalculable de fois, sans jamais voir revenir la grosse voiture de mon père. Et c'est bien des années plus tard que j'ai appris le fin mot de l'histoire. Je ne sais plus qui m'en a parlé. Est-ce que c'est ma tante, ma mère, une de mes cousines? J'ai appris que ce matin-là, papa, qui travaillait dans une société qui installait des lignes à haute tension, avait dû partir très tôt sur une intervention. Et puis sur la route, il s'était retrouvé en face d'un véhicule conduit par un homme ivre-mort qui roulait sur la voie de gauche et qui l'avait percuté de face et tué sur le coup. Enfant, je n'avais jamais été informée de cet accident. Je n'avais pas assisté aux obsèques, je n'avais pas été prévenue, je n'avais pas vécu de deuil. Rien. C'est comme si mon père s'était effacé, évanoui, disparu. Petit, je me suis demandé s'il nous avait abandonnés, s'il avait arrêté de m'aimer et que c'était la raison pour laquelle il ne rentrait pas, s'il était parti travailler loin, s'il avait eu un problème, s'il était enfermé quelque part, parti vivre une aventure mystérieuse. Je me suis fait tous les scénarios. J'ai construit une sorte de mythe autour de tout ça. Et finalement, j'ai appris la vérité sans avoir jamais fait mon deuil, sans avoir jamais
mis de mots sur cette absence, sur ma peine, sur le manque. J'ai grandi tout seul, sans frère, sans sœur, juste avec une maman un peu triste, et moi avec mes questions, ma peine et le manque de papa. Et comme à la maison il y avait très peu de photos, eh bien son visage s'est effacé progressivement de ma mémoire. Pas le souvenir, mais son apparence. Quelque chose de plus diffus, comme une trahison. Ses vêtements ont progressivement disparu, du porte-manteau, ses chaussures, et tout ce qui faisait sa présence. Et c'est comme si j'avais vécu à la fois avec un absent, une ombre, un souvenir presque fantomatique. Un mystère. Alors vous l'aurez compris, la vie de Benoît s'est interrompue ce jour-là. Et sans qu'il le sache enfant, son corps, son inconscient et toute son épigénétique ont enregistré l'information que partir travailler tôt, c'est risquer la mort. C'est risquer d'abandonner sa famille, c'est risquer de se retrouver percuté par le destin et d'y laisser sa vie. Donc évidemment, c'est impérieusement un système qui vient régir le père de famille et l'homme dirigeant qu'il est aujourd'hui, au point de lui faire saboter ses propres rendez-vous professionnels. Son cerveau inconscient lui envoie un message d'alerte. Attention, le matin c'est dangereux. Attention, si tu prends la route tôt, mais tu risques de te faire percuter, de te faire tuer. Alors ce message inconscient, évidemment, il n'en avait absolument pas pris la mesure. Il ne s'était jamais dit « c'est pour ça que je ne pars pas, que je n'y arrive pas ». Mais par mesure de protection, notre cerveau inconscient nous fait toujours agir de la manière qui est la sauvegarde de notre histoire par rapport à l'historique. Donc, partir tard, c'est se protéger. Partir tard, c'est éviter la mort. Quand on en est à ce niveau d'engagement, évidemment que le cerveau fait tout pour vous dissuader de partir tôt et vous protéger, vous garder en vie. Spécialement à ce stade, puisque Benoît a 2 filles. Nous aurons donc besoin de faire une hypnose de régression pour lui permettre de revenir sur ces événements, et puis également un rituel de deuil pour lui, parce qu'impérativement, l'enfant qu'il a été et qui n'a pas vécu ce deuil, il doit le faire aujourd'hui, ce deuil de son père. C'est aujourd'hui qu'il va à la fois le retrouver et lui dire adieu, mais en même temps permettre à son corps de retrouver une forme de sérénité et sortir de l'inquiétude permanente et glaçante que chaque petit matin où il doit prendre la route pour aller travailler, il s'expose à la mort. Parce que c'est un stress terrible et ça lui occasionne un taux de cortisol extrêmement néfaste pour sa santé. Donc nous allons faire ensemble cette très très belle séance d'hypnose au cours de laquelle il pourra parler à son père et de manière tout à fait émouvante, le lendemain il ira chez sa maman récupérer une photo pour voir et revoir le visage de son père qui s'était effacé dans le temps. Elle lui a dit « Tu sais, j'en ai très peu, j'ai les photos de notre mariage. Je crois que j'ai des photos de ton père au rugby et je l'ai lui, assis quelque part, je ne sais plus trop. » Elle a fouillé dans ses boîtes et elle lui a tendu une photo d'un homme assis sur un banc dans un village du Gers, du sud de la France. Il a retrouvé son père à cet instant. Il est allé sur sa tombe et il lui a parlé. Il lui a dit toute la peine et le manque qu'il avait de lui au cours d'un rituel que nous avions conçu ensemble pour qu'il puisse enfin retrouver son histoire, retrouver l'amour de son père et lui dire adieu, et puis aussi sortir de la peur de partir si tôt le matin. Parce que notre cerveau inconscient, dans sa grande bonté, nous fait toujours agir de la manière qui nous protège le plus. Alors bien sûr, on n'a pas pu changer son histoire et faire revivre son père. On ne peut pas changer les événements. Mais avec l'hypnose, avec l'épigénétique, on peut changer ce que notre cerveau en a fait de ces événements. Et ça change notre vie, ça guérit notre histoire, et ça va permettre ensuite à Benoît d'aller le matin
à l'usine, exactement à l'heure qu'il veut, sans plus avoir aucun stress, sans se saboter, sans arriver en retard. Il a repris une vie normale et un comportement tel qu'il le souhaitait, de dirigeant responsable, impliqué, et en plus de chef d'entreprise passionné par le domaine de ses activités qu'il a lui-même créées et mis en œuvre. Il a retrouvé sa fierté de lui, je crois, des responsabilités telles qu'il voulait les assumer, de la présence telle qu'il voulait la manifester pour ses clients, pour ses collaborateurs, parce que son implication était intacte. Juste sa vie était régie par une petite mais immense histoire d'enfant qui avait totalement programmé un comportement de survie qui était devenu finalement le sabotage de sa vie professionnelle. Et quel dommage! Rendez-vous dans une semaine sur My Pink Sofa pour Nouveaux secrets de vie. Et si cet épisode vous rappelle quelqu'un ou vous a parlé, vous pouvez le transmettre à un ami qui peut être concerné. Enfin, s'il fait écho à votre histoire, vous trouverez en dessous les coordonnées du site internet pour venir travailler avec moi à votre propre histoire et rétablir votre succès, votre bonheur et votre liberté par rapport à votre histoire pour faire évoluer votre vie. Merci de mettre un pouce et de soutenir la chaîne afin qu'elle soit vue par le plus grand nombre et puisse aider le plus de personnes possible. À bientôt sur My Pink Sofa. Je ris des anges, je pleure des lois. Mon canapé rose m'ouvre les bras.